Euh, Bonjour, je suis très heureux de vous adresser quelques mots et tout d'abord par rapport à cette, disons, à cet appel publié en France, pourquoi les universités doivent déclarer l'urgence écologique et climatique. Alors, pourquoi ai-je signé cet appel? Je dirais parce qu'on m'a contacté, disons, Jean Renouf, qui est, disons, un chercheur, un enseignant francophone, mais qui travaille en Australie, m'a contacté, bon, j'imagine, à l'initiative, enfin, disons, à la suggestion de mes collègues américains comme Michael Mann, qui était déjà signataire de cet avis. Donc, il souhaitait identifier une personne en France qui soit susceptible de signer cet avis. Et je dois dire que je n'ai pas été moteur dans la, disons, dans cette, dans la, disons, dans la, vraiment dans la gestation de cet avis, mais j'ai été très heureux de m'y impliquer, donc d'échanger avec Jean Renouf et les autres co-auteurs sur cette nécessité vraiment de déclarer l'urgence climatique et écologique dans les universités. Je l'ai fait avec plaisir et depuis, alors je ne suis pas enseignant, hein, enfin, je donne quelques cours, bien sûr, comme beaucoup d'entre nous, mais je ne suis pas professeur, je suis chercheur, donc, statut de chercheur au commissariat à l'énergie atomique. J'y commence ma 53e année l'an prochain, dans quelques semaines, début octobre. Je suis rentré dans cette institution en 1968, mais bon, bien sûr, j'ai beaucoup de contacts avec l'université et j'ai été moi-même directeur l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui était un institut, disons, largement universitaire. Voilà, donc, et je crois aussi, je tiens à préciser que je m'implique actuellement parce que c'est directement lié dans cette urgence écologique et climatique. Je préside au niveau, donc, auprès de notre ministre de la Recherche, Frédéric Vidal, un groupe de travail qui a été mis en place pour, avec l'objectif, disons très clair, de faire que 100% des étudiants qui sortent de l'enseignement supérieur sachent de quoi ils parlent quand ils parleront de transition écologique. Et ce n'est pas le cas actuellement. Quand on regarde nos décideurs politiques ou bien ceux qui ont les leviers de notre économie, beaucoup d'entre eux ne savent pas de quoi ils parlent quand ils parlent de transition. Et donc, c'est un travail aussi que je suis en train de faire qui est directement dans la ligne de cet appel. Et disons, nous regardons aussi avec des collègues universitaires, des étudiants aussi, disons, des jeunes impliqués dans une organisation étudiante, comment on pourrait mettre en place une stratégie pour que cet objectif de 100% des étudiants, disons, qui soient vraiment au courant de cette urgence écologique et climatique dans les universités, mais aussi dans les programmes universitaires, disons, ça se concrétise le plus rapidement possible. Et où est-ce qu'on en est dans ce changement dans les universités en France? Alors, ce changement dans l'université par rapport nous avons remis à la ministre une première série de recommandations et nous allons avoir une seconde étape très probablement. Dans la première série de recommandations, elles sont assez générales par rapport à ce souhait de la ministre, disons, d'une réelle prise en compte de l'urgence écologique et climatique. On parle bien d'urgence écologique et climatique, hein, de transition écologique au sens large. Eh bien, nous allons avoir maintenant, l'objectif, c'est de rentrer plus dans la partie concrète. Les premières recommandations sont assez générales, mais il faut rentrer dans la partie concrète. Comment fait-on concrètement? Comment disons, modifie-t-on les programmes? On sait la difficulté de modifier des programmes universitaires. Voilà, en tout cas, de leur insuffler cette nécessaire, disons, vision de la transition écologique, que vous soyez juriste, que vous soyez physicien, que vous soyez mathématicien, quel que soit votre domaine, philosophe, eh bien, il faut absolument que disons, cette transition écologique vous devienne quelque chose de familier. Évidemment, pas familier au même niveau si vous êtes juriste ou si vous êtes chercheur dans le domaine de l'évolution du climat, mais vraiment, je dirais, bien que chacun sache parler en honnête homme dans son domaine de la transition écologique. Donc, on a encore, les programmes ne seront modifiés qu'à partir, au mieux, la prise en compte réelle de cette mission ne sera modifiée, ne sera prise en compte au mieux qu'à la rentrée 2021, dans un an maintenant. Et est-ce que ce changement va uniquement apporter sur de l'information par rapport aux grands enjeux écologiques, ou bien c'est aussi
une réflexion universitaire sur les solutions à apporter? Oui, alors c'est aussi, bien sûr, et c'est une solution universelle. C'est l'ensemble, disons, y compris la prise de conscience au niveau des bâtiments, de l'urgence. Donc, c'est peut-être un peu à côté de notre mission, c'est plutôt l'enseignement lui-même, mais c'est vraiment, on touche quand même à l'ensemble de la dynamique dans une université par rapport à l'urgence écologique et climatique, et ça va effectivement à disons, à des solutions concrètes dans la vie de tous les jours de cette université, aussi bien au point de vue des enseignements, ce qui est l'objectif de notre mission, que de l'ensemble de la vie d'une université. Donc c'est là, toute l'université est concernée, disons, tous les secteurs de l'université sont concernés. Disons, on s'adresse aussi aux administratifs, pas simplement aux enseignants. C'est quand même une dynamique d'ensemble de l'université qu'il faut mettre en œuvre, me semble-t-il, depuis bien sûr les techniciens à tous les niveaux, voilà, tous ceux qui font, et puis les laboratoires de recherche aussi qui y sont, et puis y compris les personnels administratifs. On peut avoir, disons, si vous êtes responsable des achats dans une université, on peut avoir aussi des décisions qui vont dans le bon sens ou qui vont dans le mauvais sens par rapport à cette transition, c'est très clair. Et qui va initier en termes de gouvernance ce changement? Est-ce que c'est quelque chose qui doit reposer dans les mains du gouvernement, de ministres, de l'enseignement supérieur, ou C'est bien notre, ce sont les gens oui. au niveau local qui vont faire bouger les choses? Donc, nous interagissons avec la ministre, enfin, disons, ses conseillers directement, et j'ai remis ces premières recommandations avec Luc Abadi, le rapporteur général. Nous avons remis ces recommandations à la ministre en juillet dernier. Disons, la difficulté, alors enfin, la spécificité, ce n'est pas la spécificité de la France, mais disons, disons un peu l'écueil quand même, là, c'est pas très simple parce que d'un côté, la ministre souhaite vraiment que ce soit mis en œuvre, de l'autre, elle souhaite respecter de façon très profonde l'autonomie des universités. Donc, il faut trouver, donc, notre objectif serait de faire adhérer, hein, donc, puisqu'on ne peut pas imposer France, mais dans d'autres pays, bien sûr, cette autonomie universitaire est essentielle. Donc, disons, l'idée, c'est quand même enfin, d'apporter de l'aide d'abord, d'inciter peut-être, mais bon, certainement pas d'imposer. Et puis, l'objectif de notre groupe de travail, c'est de faire adhérer les universités, par exemple en mobilisant les étudiants eux-mêmes à travers leurs organisations étudiantes qui sont extrêmement actives. Je sais que c'est pareil en Belgique. Donc, voilà, donc l'idée, c'est plutôt une adhésion, bien sûr, que d'imposer des programmes. C'est impossible. Donc, on peut inciter, on peut, mais l'idée, c'est de faire qu'on soit capable de sensibiliser l'ensemble du tissu universitaire. Ça va des étudiants, des enseignants, je l'ai dit, à tous ceux qui travaillent dans les universités, les labos de recherche et tout cela. C'est une dynamique à mettre en œuvre, si possible par l'adhésion. On voit bien la difficulté parce qu'il y a toujours des freins aussi. Il y a des freins aussi. Disons, changer les choses, ce sont aussi des investissements. Il faut aussi probablement, disons, qu'il y ait un soutien financier disons, pour créer vraiment cette dynamique et cette adhésion. Et alors, il y a eu en France l'année dernière une proposition de loi qui a été signée par 80 parlementaires, dont Delphine Batteau et Cédric Villani. Je ne sais pas très bien où on en est avec cette proposition. Et est-ce que c'est complémentaire à ce que vous faites? C'est quelque chose de différent? Oui, enfin, disons, nous avons discuté de ce. Alors, la proposition de loi, disons, bien sûr, là, il y a une proposition de loi sur la programmation de la recherche, mais disons, cet appel des 80 députés n'a pas eu, disons, de réalisation concrète au niveau de la loi elle-même. Effectivement, elle est un peu par rapport à ce que je viens de dire, elle est un peu plus, disons, je pense, alors je n'ai pas le texte sous les yeux, mais clairement, disons, pas cette pétition, mais cette déclaration des 80 députés, elle est plutôt dans le sens d'une nécessité d'imposer aux universités, et donc, disons, des programmes liés à, disons, des programmes disons, qui tiennent compte de cette transition écologique. Disons, la ministre l'a bien noté, mais c'est vrai qu'elle a le souhait un peu, et c'est pas complètement dans la ligne de cette
de cette déclaration des 80 députés de faire par adhésion, de respecter l'autonomie des universités. Il y a quand même ce problème de respect des autonomies des universités qui était. Donc, je n'ai pas relu la déclaration des 80 députés, mais ça me semblait plus directif que ne souhaite être la ministre actuellement. Est-ce qu'on peut Mais l'objectif est le même. Dans l'objectif, c'est bien faire que les jeunes de demain sachent de quoi ils parlent quand ils parlent de transition écologique. L'objectif est le même, mais la stratégie est peut-être un peu différente du côté de la ministre. on va venir un peu au cœur de votre expertise et de votre action, puisque vous avez été vice-président du GIEC. Est-ce que par rapport à la crise du Covid actuelle, est-ce qu'on peut retirer un enseignement? Oui, donc j'ai été vice-président de son groupe scientifique, du groupe scientifique du GIEC de 2005 à 2015, ou 2002 même, enfin dans les années 2000. L'enseignement principal qu'on peut tirer du Covid, c'est qu'en fait, quand on va faire le bilan en fin d'année, on constatera que les émissions de gaz à effet de serre ont diminué entre 2020 et 2019, on pourra en diminuer de 7-8%. On verra bien, les chiffres ne sont pas là, bien sûr, ça mettra un peu de temps à les établir. Et l'enseignement clair, c'est que la réduction d'activité liée à cette pandémie, ça fait le job pour une année, en gros, puisqu'il faudrait diminuer chaque année de 5 à 7% pour respecter l'objectif 1,5 degré, disons chaque année au moins d'ici 2030 et par la suite également, peut-être un peu un rythme différent. Mais que nous montre la crise du Covid, c'est que la simple réduction d'activité n'est pas la solution. Donc, ce qu'il faut, c'est un changement profond d'organisation de nos sociétés. C'est très clair pour moi. Et donc, tous ces plans de relance, aussi bien en France qu'au niveau de l'Europe, vont être très importants. Effectivement, on parle de plans de relance dont une partie s'inscrit dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'adaptation. On va parler d'investissement vert. C'est très bien, mais ma crainte, c'est que, en tout cas en France, c'est 30 milliards dédiés à des investissements verts et les 70 autres qui n'ont pas de contraintes. Et ma crainte, c'est que beaucoup du soutien financier s'inscrivent dans des secteurs d'activité qui sont très émetteurs de gaz à effet de serre. Et si c'est le cas, on n'atteindra absolument pas l'objectif, ni au niveau français, ni au niveau européen, de réduction des gaz à effet de serre, des objectifs qui sont ambitieux et auxquels j'adhère en horizon 2030, par exemple division par 2 au niveau de l'Europe probablement, c'est ce que souhaite Ursula von der Leyen. Donc c'est ma crainte, la relance ne se fasse pas. En gros, si on voulait réussir, il faudrait que la relance soit complètement verte. Il faudrait vraiment, la neutralité carbone en 2050 ne peut être atteinte que si tous les investissements d'aujourd'hui, tous ceux qui seront encore opérationnels en 2050, s'inscrivent dans la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation. On comprend bien, sans cela, ces investissements, ce seront des actifs échoués. Voilà, et donc il faut maintenant, d'ores et déjà, éviter des investissements dans les secteurs émetteurs à horizon des 10, 20, 30 prochaines années. Qu'est-ce qui peut influencer les décideurs, que ce soit les décideurs politiques, les décideurs du monde de l'entreprise? Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont changer d'approche? Dans le cas présent, je pense que, bien sûr, la mobilisation des jeunes, il y a maintenant 1 an et demi, a été extrêmement importante. Cette mobilisation a été très importante d'ailleurs en Belgique, peut-être plus qu'en France, mais cette mobilisation a été très importante. C'est cette mobilisation qui a, en France, conduit Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l'Éducation, à demander à certaines personnes, j'ai été auditionné, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les programmes de l'école, du lycée, et du collège et du lycée par rapport à cette transition. Et les programmes en France vont être modifiés à partir de la rentrée prochaine, de cette rentrée. Ils le sont un peu, mais surtout de la rentrée prochaine, à tous les niveaux, et font plus de place à ce qui nous réunit aujourd'hui. Et puis, c'est la même démarche que Frédérique Vidal. Frédérique Vidal s'est dit, c'est bien, mais il faut aussi qu'on y réfléchisse dans le supérieur. Et c'est finalement la mobilisation des jeunes qui a été importante, qui a conduit aussi bien chez nous Jean-Michel Blanquer, ministre
évidemment de l'Éducation et la ministre de la Recherche ensuite et de l'enseignement supérieur, a demandé à cette réflexion sur les programmes. Donc la mobilisation des jeunes a été clé et c'est pour ça que je souhaite d'ailleurs qu'elle se poursuive, bien sûr de façon, bien sûr de façon extrêmement non violente, je dirais, c'est clair, mais c'est important la mobilisation des jeunes. Les jeunes sont doublement concernés, hein. Ils sont concernés par l'inaction. Si on ne fait rien, ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui vont faire face au réel problème du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, ce n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui, hein. Disons 4 à 5 degrés plus, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et puis, l'action, c'est quand même aujourd'hui. Donc, ce sont aussi les jeunes d'aujourd'hui qui sont appelés à prendre les manettes de plus en plus. Donc, voilà, donc c'est le message que je souhaite donner. La mobilisation des jeunes reste importante et de toutes. Et donc, c'est pour cela que les universités peuvent et doivent jouer un rôle clé dans cette mobilisation. Les jeunes sont présents à la conférence puisqu'on a Benoît Algan qui représente le Val d'Est, hein, qui est étudiant à X, et on a également Adélaïde Charlier qui est une des initiatrices. Qui était une des grandes figures du mouvement en Belgique, bien sûr. Au niveau international, puisqu'elle rencontre Greta Thunberg. Mais j'avais envie, puisqu'on a, je dirais quand même, pendant cette conférence, comme assistance, beaucoup de membres des comités de direction et de ceux qui décident dans les universités et les hautes écoles. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur donner comme message? Eh bien, disons, le message, j'aimerais que justement cet appel que nous avons signé à l'initiative de Jean Renouf et d'autres universitaires, eh bien, soit lu déjà, soit porté à leur connaissance, qu'ils prennent le temps d'en prendre connaissance. Et puis, bien sûr aussi, alors c'est en France, bien sûr, c'est le souhait, et puis que toutes les universités, disons, adhèrent à des stratégies telles que celles que nous essayons de mettre en place. J'essaye, disons, à mon niveau, d'y contribuer. Je suis sûr que vous essayez aussi de le faire dans votre pays. Il faut étendre tout cela au niveau européen, une vraie prise de conscience des universités. Et ça se situe, je dirais, au double niveau de l'enseignement lui-même, des enseignements, mais aussi du fonctionnement et de la vie des universités et des étudiants depuis de l'ensemble. Donc c'est ça le message que j'aimerais transmettre, que cette transition elle est inéluctable et que les universités ont un rôle essentiel à y jouer. Merci, M. Josel. C'est un honneur que vous avez fait d'accepter d'intervenir. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Et bonne réunion donc ce 24 septembre. Merci.